Merci de suivre la chaîne Leader. Ravi de vous retrouver. Le grand journal. Voici les titres. La zone des Niayes doit être préservée de la spéculation foncière. C'est l'avis du ministre de l'Agriculture en visite à Bayar et dans la zone de Pout. Il a pu apprécier sur place les avancées de notre agriculture. Plusieurs de nos laboratoires sont bien équipés pour accueillir les malades du sida, mais à Fatick, ces personnes ont souvent du mal à s'acquitter des frais d'analyse. Comment sont-elles prises en charge par le laboratoire régional? Nous le saurons avec Omar Diao dans ce journal. Merci. D'abord, lecture de ce communiqué qui nous vient du CNRA. Mise en demeure, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral, notamment à ses articles LO 125 alinéa 3 et L 63 in fine, vu la loi numéro 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journalistes et de techniciens, vu la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, vu le décret numéro 2006-830 du 14 janvier 2006 portant nomination des membres du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, considérant les dispositions des articles LO 125 alinéa 3 et L 63 in fine du Code électoral relative à l'équité, à l'équilibre et au pluralisme dans le traitement de l'information, considérant les articles 10 et 11 de la loi numéro 96-04 du 22 février 1996 relatif aux droits de réponse, considérant cependant qu'il résulte du rapport d'écoute et de suivi des services de veille de l'organe de régulation que la télévision Futur Média TFM a diffusé dans la soirée du vendredi 9 mars 2012 une émission dénommée BAT, au cours de laquelle M. Youssou Ndour, par ailleurs propriétaire de cette chaîne de télévision, s'est livré à des attaques contre le candidat de la coalition des FAL 2012 sans personne pour lui apporter la réplique. Considérant que de tels faits constituent une violation des dispositions du Code électoral et de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 sur l'équité, l'équilibre et le pluralisme dans le traitement de l'information, surtout concernant des candidats en période de campagne électorale. En conséquence, après en avoir délibéré dans sa séance du 10 mars 2012, met en demeure les responsables de la télévision Futur Média, TFM, de veiller rigoureusement au respect des principes d'équité, d'équilibre et de pluralisme sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 26 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 et d'accorder un droit de réponse aux candidats à la coalition FAL 2012 dans les conditions prévues par les dispositions des articles 10 et 11 de la loi numéro 96-04 du 22 février 1996, dit que la présente mise en demeure sera enregistrée et publiée, puis notifiée à l'organe de presse intéressé pour l'Assemblée du CNRA, la présidente. Le ministre de l'Agriculture dans la zone des Niayes, Ahmad Sall, s'est rendu à Bayar et dans la zone de Pout. Sur place, l'agriculture se porte bien. Sur des centaines d'hectares, des fruits et légumes sont produits pour l'exportation ou la consommation locale. Les échanges entre le ministre de l'Agriculture et les producteurs ont porté sur la modernisation de l'agriculture. Un reportage de Aboubakar Khan. J'avais 1,5 hectare dans un premier temps pour venir passer mes week-ends ici. Mais au fil du temps, j'ai vu que pratiquement c'était un créneau porteur. D'un simple vacancier à Bayar, Hassan Sek est aujourd'hui un entrepreneur agricole. Son verger d'1,5 hectare est passé à 95 hectares d'exploitation de fruits et légumes. Il travaille avec un groupement de 17 villages d'un Golam et fait travailler 50 employés. Un chiffre qui passe à 250 en temps de récolte pour des recettes estimées entre 200 et 300 millions par an. Et ces activités ne se limitent pas qu'au maraîchage. Nous faisons de la carotte,
nous faisons de la pomme de terre, nous faisons du gombo, nous faisons des choux. Disons que nous faisons pratiquement tout ce qui est légumes. Et on fait également de l'élevage et de la pisciculture. Et c'est au fil du temps que nous avons quand même pu développer tous ces secteurs. Maraîchage, pisciculture et élevage, les producteurs du Diender souhaitent tout de même un soutien en moyens mécaniques, la réhabilitation du forage et l'accès au réseau électrique. Et à Sansec d'inviter les Sénégalais à investir dans la terre. Après la zone du Diender, Cap sur Pout, où le ministre de l'Agriculture a visité les grands projets de Serigne Mansour Sy. Sur ce site, il est prévu l'installation de chambres froides pour la conservation des fruits et légumes. Des produits qui seront exploités sur ces périmètres où le sol est déjà préparé. À Pout, il y a aussi les périmètres de Minam Export, une exploitation de Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké, 390 hectares de cultures maraîchères et 110 d'arbres fruitiers. Si haricots verts, gombo, mangue et maïs doux sont destinés à l'exportation, tomates, arachides de bouche et choux alimentent le marché local. Toute une production qui fait la fierté de l'autorité. Ahmad Sall met l'accent sur les mesures de conservation des produits maraîchers. Il nous faut également nous intéresser au volet à la fois conservation qui permet une bonne régulation et une bonne alimentation du marché de façon régulière et qui permet de lutter contre cette saisonnalité qui quelquefois nous impose de recourir aux importations. Et en plus de cela, donc la transformation qui permet une conservation de plus longue durée et qui ouvre aussi des perspectives en matière d'exportation. La zone des Niayes constitue aujourd'hui le grenier de la production horticole du Sénégal, mais la spéculation foncière reste une réelle menace pour l'agriculture. Justement, la spéculation foncière, le ministre de l'Agriculture appelle à la conservation de la zone des Niayes, une zone propice à l'agriculture. Pour Ahmad Sall, il faut orienter les habitations vers des zones où il n'y a aucune chance de faire pousser des cultures. Voici les précisions du ministre que je vous propose d'écouter. La zone des Niayes est une zone exceptionnelle en matière de potentialité. C'est une zone où la terre est d'une richesse extraordinaire. Vous les avez vus, cette terre noire gorgée de matière organique, où on peut aujourd'hui faire pousser toutes les spéculations de contre-saison à très haute valeur ajoutée. C'est également une zone qui bénéficie d'un climat subcanarien particulièrement favorable justement à ces cultures de contre-saison, mais également à la production de viande et de lait. Alors, nous déplorons cette spéculation. Nous déplorons cet envahissement du béton dans une zone pareille, qui est un actif unique de l'économie sénégalaise et qui doit être utilisée de façon optimale. C'est-à-dire qu'elle doit être utilisée pour l'agriculture, au sens large, agriculture et élevage. Donc aujourd'hui, la protection de la vocation agricole des Niayes est un impératif. Je peux témoigner que M. le Président de la République est particulièrement sensible à cela parce que publiquement, il a donné l'année dernière des instructions pour qu'on arrête les autorisations de lotissement dans ces zones-là. Eh bien, il s'agit que les services compétents veillent au respect strict de cette instruction et qu'il n'y ait plus de lotissement. Nous restons dans nos régions pour parler de la santé, précisément le traitement des malades du sida qui exige en plus des ARV un suivi biologique continu. Les ressources allouées au Sénégal par le Fonds mondial ont permis l'amélioration des équipements des laboratoires régionaux et des districts. À Fatick, les personnes malades ont parfois du mal à s'acquitter des frais d'analyse biomédicale. Malgré tout, le laboratoire régional ne leur refuse pas ces examens. Nous dit Omar Diaw. Dans le cadre de la prise en charge décentralisée du sida, les laboratoires régionaux d'analyse biologique ont été dotés de ressources humaines et matérielles permettant d'assurer l'essentiel des examens des malades. Tout d'abord au niveau du dépistage, de la confirmation sérologique,
mais ensuite du bilan complémentaire qui permettra la prise en charge, le suivi en tout cas. L'impossibilité d'avoir accès à ces analyses est un handicap qu'il faut songer à vaincre. À Fatick, par exemple, l'équipe du labo travaille d'arrache-pied, même si les patients n'ont pas toujours de quoi honorer le coût des prestations. Si le patient aussi vient sans subvention, nous le faisons surtout par rapport à la gratuité des bilans, de suivi des personnes vivant avec le VIH. Il est impossible d'assurer un suivi correct de la maladie et des infections opportunistes qu'elle engendre sans la vérification régulière de certaines constantes. Le suivi des patients, quand même, tient compte de plusieurs facteurs, surtout de leur adhésion au traitement, de leur compréhension par rapport surtout au traitement, mais aussi de leur relation avec leur médecin. Face au coût, l'association des personnes vivant avec le VIH apporte son soutien avec les moyens du bord. L'association vivant avec le VIH qui contribue parfois à hauteur de 3 000 francs le bilan de suivi de ces patients. Au niveau régional, la décentralisation fait que les malades ont la possibilité de s'adresser au district de leur choix pour certains examens. Élément essentiel de la prise en charge, la surveillance biologique permet de contrôler le statut immunitaire, l'évolution de l'infection. Elle permet surtout d'apprécier l'efficacité des traitements et de les adapter en fonction des résultats. Nous quittons la capitale du Sine pour revenir à Dakar, la capitale du Sénégal, où le mouvement des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal a célébré la journée de l'éclaireur en même temps que la journée internationale de la femme. L'ambition du mouvement est de former le citoyen de demain. Beaucoup d'activités ont été organisées dans ce sens et ces jeunes ont terminé leurs festivités ici à la RTS Claire Diop. En tant que citoyens, nous sommes engagés activement dans une transformation personnelle, profonde et à devenir des personnes qui agissent avant tout pour le bien des autres et de la société. Nous nous évertuons à être des jeunes justes, vertueux, respectueux, responsables, équilibrés, épanouis, tolérants et autonomes. Voilà la forte détermination affichée par ces jeunes éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Soucieux de leurs conditions de vie, ces jeunes s'engagent pour une société juste et équitable. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée de l'éclaireur. Le mouvement a pour but de contribuer au développement et à l'épanouissement de la jeunesse. Son credo, la créativité et la responsabilité. Et pour cette célébration, tout un programme est ficelé. L'équipe nationale chargée de la promotion féminine qui a organisé un atelier de réflexion pour définir les pistes qui vont nous permettre de promouvoir davantage les filles et les femmes dans le scoutisme. Nous avons eu hier un panel sur la préservation des valeurs par le scoutisme. En même temps, nous sommes installés dans un établissement de la place où nous avons organisé un camp qui permet aux jeunes de réapprendre et de continuer à vivre ensemble pour que les échanges soient beaucoup plus fructueux et permettent d'avoir une cohésion dans les visions et une cohérence dans l'action. La conviction de ce mouvement, c'est d'abord et avant tout le respect des lois et règlements, mais aussi être au service de la société. Un combat que les éclaireurs partagent avec la RTS, chaîne de service public. Nous nous rencontrons quelque part. Ici à la RTS, c'est là également notre viatique, je vais dire. Le respect des lois, de toutes les lois, mais également rien que des lois. C'est pourquoi, comme on vit un moment très fort de démocratie, vous avez vu l'ensemble des candidats à la présidentielle nous féliciter. Ce sera également, comme je le dis souvent, le cas pour le deuxième tour. Parce que la RTS va respecter les lois. Et toutes les lois, pas les vides juridiques, les lois. Rien que les lois. Et je voudrais donc féliciter également Diawara et le remercier parce que si les scouts, au terme de leur journée, ont décidé de converger vers la RTS, c'est parce qu'ils pensent que la RTS joue son rôle fondamentalement. L'association est créée depuis 1937 par Baden Powell. Cette commémoration offre à ces jeunes un cadre de rappel des valeurs et respect de la loi scout, une bonne école pour former un citoyen modèle. Toujours à éclaireur, toujours repos.
Des jeunes modèles pour des citoyens modèles, des femmes modèles présentées aux jeunes filles de la banlieue en difficulté scolaire. Elles ont exposé leurs différentes expériences. La rencontre s'est déroulée à Guédiawaye et c'est une initiative de plan Dakar urbain. Seynabou Diokhane. Face à ces élèves bénéficiaires du projet 1000 filles de plan Dakar urbain, des femmes choisies comme modèles pour narrer les difficultés rencontrées lors de leur cursus scolaire. À l'âge de 8 ans, j'ai été récupérée par mon grand frère pour aller à l'école. Bon, quand j'ai été récupérée par mon grand frère, qui fut d'ailleurs mon premier maître, il m'a confié à ma tante maternelle qui vivait à Kaolack dans une grande famille. Et chaque jour, j'allais à l'école sans déjeuner parce que je ne voulais pas rater mon cours et je marchais parce que mon école était loin. Avant d'aller à l'école aussi, c'était une famille nombreuse, il n'y avait pas de bonne. Il fallait aller au robinet, puiser de l'eau, venir balayer la cour de la maison et faire la vaisselle. C'est pour montrer aux filles que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, on peut s'en sortir. Ces récits de vie ont suscité beaucoup d'interrogations du côté des élèves du collège Joseph Correa de Guédiawaye, notamment en ce qui concerne la célébration de la journée du 8 mars. L'autonomisation de la femme rurale. Est-ce que vous pouvez développer cette thème? Je m'appelle Rita Diallo. Pourquoi ce jour va être retenu sur le plan international? Ces questions ont trouvé leur réponse dans ce panel organisé par Plan Dakar Urbain, en partenariat avec l'IDEN de Guédiawaye. L'objectif visé par cette activité, c'est de faire des émules au niveau de nos filles-là, pour qu'elles prennent exemple sur ces femmes-là qui ont eu à traverser des défis pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. La célébration de la Journée internationale des femmes est un jalon supplémentaire dans l'exécution du projet 1000 filles, un projet qui vise l'amélioration des conditions d'études de 1000 filles de la banlieue dakaroise. La journée mondiale de la femme est un important moment d'échange d'expériences. Elle permet de mettre en exergue la valeur de la femme. C'est l'avis de la romancière Aminata Sofal qui s'est confiée à Youssouf Kaba. Accueillie dans son propre centre d'études et de recherche à Saint-Louis par ses admirateurs et admiratrices, Aminata Sofal, que l'on ne présente plus dans le monde littéraire, artistique et culturel, parle de la journée mondiale de la femme. Le 8 mars constitue selon elle un temps d'arrêt pour valoriser la femme et exprimer sa dignité. Il m'est arrivé dans tous mes livres de parler de la femme, pour dire qu'elle est un être humain à part entière, pour dire que le fait d'être femme ne signifie pas qu'on est un être, une créature de niveau inférieur. La revalorisation de la femme passe par là. C'est elle-même qui peut dire je suis, j'existe. Parce que vivre, ce n'est pas toujours exister. Exister, c'est c'est avoir conscience de sa propre valeur. Cette pensée cartésienne l'habite depuis toujours si l'on se fie à sa brillante carrière littéraire et intellectuelle. Une pensée qui, selon elle, est valable pour toutes les femmes, quel que soit leur rang social. Toutes les femmes, où qu'elles soient, dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, toutes les femmes, pour moi, sont d'égale dignité. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'était la force cachée, pas tout le temps exprimée, mais la force des femmes, leur résistance et leur fine intelligence qui leur fait taire certaines choses, alors que c'est pas de la passivité, mais toujours avec l'idée qu'elles ne se laissent pas abattre. Et ça, c'est de toutes les conditions, c'est pas celle qui avait été à l'école, etc. Une croyance ferme en la capacité de la femme à surmonter les obstacles de la vie l'habite également. Cela au regard des caractères dynamiques des pesanteurs sociales. Avant, je pensais que dans les zones rurales, les personnes étaient fermées et que les femmes ne pouvaient pas s'exprimer. Mais c'est pas ça que je vois ici, dans la zone rurale que j'observe ici. Donc, ces pesanteurs ont fini par les dépasser. La tradition, elle n'est pas figée, elle est dynamique. Elle avance en fonction de ce qu'offre le moment, la période. Et on est obligé de s'y adapter.
Auteur de plusieurs romans, d'articles et de contributions, Aminata Sow Fall prépare une nouvelle publication prévue dans le courant de l'année 2012. Ce roman s'intitulera L'Empire du mensonge, un diagnostic de la société sénégalaise sur un thème qui a fini de déconstruire nos valeurs. Et là également, un accent particulier est mis sur la jeune féminine, citée en exemple et pour rester collée à l'actualité. L'empire du mensonge, c'est de nous regarder, nous, êtres humains, nos sociétés. Et comment nous mentons même, nous mentons à nous, sur tous les plans, que toutes mes sœurs, mes filles, me pardonnent, mais quand je vois par exemple le khessel, je me dis c'est un mensonge par rapport à soi, parce que je pense que il n'y a rien de plus beau, de plus grand, parce que sa propre beauté, on la trouve en soi-même. Dans ce roman, il y a une scène où un garçon presque ingénu épouse une fille, la fille de ses rêves, et que la nuit de noces, il découvre que tout était faux en cette jeune mariée. Les cils étaient faux, les cheveux c'était la perruque, n'est-ce pas? Les fausses fesses, les faux seins, et là, tout était faux, et quand il raconte ça à sa tante lui dit donc la mariée était en pièces détachées, n'est-ce pas? Il n'y a pas de péril en la demeure et il n'est jamais trop tard pour bien faire, dira l'auteur de l'Appel des arènes. Un appel qu'elle renouvelle à l'endroit des femmes du monde avec un air d'optimisme sans limite. Alors le dernier mot que je dis, c'est que le monde leur appartient. Imaginez un monde sans femmes. Le monde appartient aux femmes. Catherine Sarr a marqué l'histoire du handball. C'était entre 1972 et 1986. Aujourd'hui, elle dirige l'école Mariama Ba de Gorée. Catherine, c'est l'illustration parfaite du concept sport-études. Kouma Diakhatemar est allée à sa rencontre. Une des figures emblématiques du handball sénégalais, Catherine Sarr a écrit les plus belles pages de l'histoire du hand, gardienne de but de 1972 à 86. Mes premiers pas, c'était au collège Sainte-Ursule de Thiès, avec des filles comme Safiatou Diatta, comme Mariam Dieye, Tigida Kamara. Nous avons eu à partager nos premiers moments à UASU en tant qu'équipe scolaire. Et nous avons été championnes du Sénégal scolaire en 1973 en tant que cadette. Après cela, nous avons été au rail de Thiès. Nous avons été championnes du Sénégal 2 années successives. Et après cela, nous avons intégré l'équipe nationale. On a eu une médaille d'argent en 1974, on a eu une médaille d'or en 1985 au Nigeria. Il y a eu aussi les Jeux africains, on a eu une médaille d'argent au Nigeria. Mais en 1985, nous n'avons pas eu de médaille en Angola. Cathy incarne bien le concept sport-études des terrains de handball. Catherine atterrit à la prestigieuse maison d'éducation Mariama Ba comme proviseur. Pour être proviseur et censeur, il faut être professeur d'enseignement secondaire, c'est-à-dire être PS, avoir la maîtrise plus une année ou deux. À l'INSEPS, je suis sortie de l'INSEPS, c'est un bac plus 5, et je suis sortie PS, et j'ai enseigné pendant 20 ans au lycée de Nouroutal. Après cela, étant professeur de classe exceptionnelle, j'ai compétit et j'ai gagné ce poste. Et après avoir fait 4 ans au poste de censeur, le proviseur qui m'a précédé a fait valoir ses droits à la retraite. Et j'ai compétit pour ce poste aussi et j'ai gagné le poste. À 54 ans, Cathy s'est éloignée certes des terrains, mais elle suit de près le sport, particulièrement sa discipline de prédilection. Je sais qu'il y a eu un moment, il y a eu une léthargie. Le handball était, comme on dit, dans le creux de la vague. Mais je vois que maintenant, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Et j'espère que ça pourra nous valoir des succès. Tout en sachant que les succès, il faut qu'on les prépare des années à l'avant. Mariée et mère de 3 enfants, tous des garçons, ironie du sort, Catherine ne gère que des filles à Mariama Ba, mais de Madame Maître. Gérer des adolescentes n'est pas chose aisée, mais la communication que j'ai avec elles passe facilement. Je n'ai aucun problème de communication. Je suis très à l'aise avec les filles.
Vous l'avez sans doute compris, nous poursuivons la célébration du 8 mars. La RTS donc poursuit la célébration du 8 mars avec ces séries de reportages sur les femmes modèles. Le Japon pleure encore ses 16 000 morts et le Japon pleure ses 16 000 morts et 3 000 disparus du tsunami du 11 mars dernier. Une catastrophe qui a ravagé toute la côte nord-est du pays. Aujourd'hui, prière et recueillement à travers tout le pays. La douleur est toujours perceptible. Unis, main dans la main face à l'océan. Une douloureuse minute de recueillement pour les proches des victimes. Il y a très exactement un an, une vague géante ravageait la ville, emportant tout sur son passage. Un peu partout le long de cette côte désolée, le même hommage aux disparus, parfois au beau milieu des décombres qui n'ont pas encore été dégagés. Ou comme ici, au pied d'un arbre devenu un symbole, c'est le seul à avoir résisté au tsunami. J'ai voulu sauver des gens, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai même pas réussi à sauver mon père. Mais il faut que j'aille de l'avant. Il n'y a que ça à faire. Ma sœur est toujours portée disparue. Et au fond de moi, je n'arrive pas à retrouver la paix. Dans la zone contaminée de Fukushima, exceptionnellement, certains habitants équipés de masques et de combinaisons ont été autorisés à revenir déposer quelques fleurs. Mais la plupart des anciens résidents se sont regroupés à 40 km de là, dans un stade. Une émotion partagée par l'empereur et son épouse, qui à Tokyo se sont inclinés devant une stèle à la mémoire des disparus. À la nuit tombée, les Japonais ont allumé des milliers de lanternes, de petites lueurs à la mémoire des victimes d'une double catastrophe désormais gravée dans l'histoire du pays. En Amérique latine, les trafiquants de drogue rivalisent des inusité. Les cartels mexicains passent leur temps à creuser des tunnels sur le long de la frontière avec les États-Unis. 150 tunnels sont construits pour faire passer des clandestins, mais surtout des tonnes de drogue. Reportage. Dans un quartier nord de Tijuana, une façade discrète. Derrière, un entrepôt désormais vide. Et dans un recoin, l'entrée du tunnel. Découvert en novembre dernier, il était équipé d'un ascenseur. Les autorités l'ont enlevé. Alors nous descendons à l'aide de cordes. Et 9 mètres plus bas, presque intact, l'un des narcotunnels les plus sophistiqués retrouvés au Mexique. Électricité, air conditionné, rails. Tout était fait pour que la drogue et les hommes traversent ces 500 mètres de galerie dans les meilleures conditions. Voici l'un des chariots qui servait à transporter de la drogue aux États-Unis. Les narcotrafiquants ont probablement investi des millions de dollars dans la construction de ce tunnel qui passe donc sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis. La frontière est en ce moment ici au-dessus de nos têtes. Voilà, c'est l'un des 15 tunnels qui ont été retrouvés à Tijuana ces 2 dernières années. Un investissement rentable pour les cartels. En un seul jour de trafic souterrain, ils peuvent largement rembourser le montant des travaux. Lors de la découverte, 32 tonnes de drogue étaient stockées ici. Un long travail de coopération entre services d'investigation mexicains et américains. Mais les États-Unis grincent des dents en voyant que côté mexicain, les tunnels ne sont pas rebouchés. Alors que nous coulons du béton dans le tunnel, côté mexicain, ils ne font rien. Le problème, c'est que les malfaiteurs peuvent réutiliser ce tunnel. Ils ont déjà la moitié qui est creusée. Ils n'ont qu'à bifurquer vers un autre entrepôt côté américain. À Tijuana, officiellement, les tunnels sont gardés 24 heures sur 24 par les forces de l'ordre. Mais Victor sait bien que non. Le journaliste nous emmène dans un quartier qui borde la frontière. Ici, on est en quelque sorte sur le boulevard des tunnels. Dans cet entrepôt, là-bas, on a débusqué un tunnel. Et un peu plus loin, dans une maison, un autre tunnel. Pas une seule voiture de police en vue. Un simple fil de fer à décrocher. Les scellés ont été vandalisés. Nous entrons avec prudence. Bonjour. Il y a quelqu'un. Vous voyez, on peut encore y rentrer. Le tunnel est là. Moins sophistiqué mais encore utilisable, le tunnel est ouvert aux 4 vents depuis 2 ans. N'importe qui peut rentrer.
On aurait très bien pu tomber sur des malfaiteurs ici. Victor préfère ne pas s'attarder. La criminalité a baissé à Tijuana. Mais en sourdine et sous terre, le trafic continue de brasser des millions de dollars et des tonnes de drogue dans la ville. Sport, le Casa Sport est désormais le leader de la poule B du championnat professionnel de Ligue 1. L'équipe Fagnon de Ziguinchor a battu cet après-midi le Jaraaf de Dakar par 2-1. Voici les temps forts de ce match commenté par nos reporters Ibrahim Mboub et El Haj Chernodramé. C'est ressorti. Attention, le mauvais contrôle par Sané. Emile Poltaneng, second le gardien. Que dit l'arbitre? Penalty. Penalty sifflé contre Mohamed Salzman. Il risque de prendre le rouge. La voix, oh, ce sera un carton jaune. Papsané pour l'ouverture du score peut-être. C'est parti. Papsané, il le met. Il le met, contre-pied parfait de Papsané. Il ouvre le score pour le Casa Sport devant le Jaraaf à Dakar. Aliou Koli. Emile Poltaneng. Passement de jambe. Le bon service. Le centre et le doublé. Le doublé de Papsané. Oh, que c'est beau joué. Oh, que c'est bien joué. Papsané qui double la mise. C'est bon. 2 minutes après l'ouverture du score. Attention. C'est pas fini. La frappe et le but. Le but de Tidiane Koné. Le but d'Ibou Cissé, justement, qui réduit le score pour le Jaraaf. Ibou Cissé qui avait subi la faute tout à l'heure et qui a réussi à réduire le score. Et là, on revoit l'action. Ibou Cissé, du pied gauche, frappe enroulée, qui bat Souleymane Sané. Casa Jaraaf 2-1. 2 Sénégalais au Salon du Livre de Paris. Il s'agit de Mamadou Samb et de Féoline Sarr. Tous les deux ont eu au moins une fois remporté donc un prix de littérature. Mais ils ont surtout été sélectionnés pour leur engagement pour la littérature africaine. Le Salon du Livre, c'est à Paris du 16 au 19 mars prochain. Chorodien. Ce jeudi 15 mars, Mamadou Samb et Féoline Sarr seront à Paris pour représenter le Sénégal au Salon du Livre. Pendant une dizaine de jours, ces deux écrivains sénégalais seront au rendez-vous du donner et du recevoir. Ils vont être les ambassadeurs de la littérature sénégalaise à Paris, mais c'est plus que Paris, parce que Paris accueille le monde entier à cette occasion-là, donc ils vont être de vrais ambassadeurs universels de la culture et de la littérature sénégalaise à Paris. Ils vont se mettre un petit peu au diapason de l'évolution du monde par ces rencontres-là. Je crois que ça fait partie aussi de ce qu'offre le Salon du Livre. Pour Mamadou Samb et Féoline Sarr, ce choix porté en leur modeste personne est plus qu'une aubaine, car le Salon du Livre de Paris accueille environ 7000 écrivains et plusieurs visiteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. J'aurai à dédicacer mes livres, mais on aura aussi des colloques, on aura aussi des conférences à faire et surtout des rencontres avec la presse pour parler de la littérature sénégalaise. Le Salon du Livre est une occasion de rencontrer des auteurs, un public, beaucoup de littérature qui sont représentés, c'est un salon important. Donc de devoir avec M. Samb représenter le Sénégal, donc c'est une source de joie. Pour cette 32e édition, les organisateurs de ce Salon du Livre ont invité écrivains, éditeurs, ensemble passionnés et amateurs des arts et lettres. Ils vont échanger autour de plusieurs thèmes, mais surtout sur comment promouvoir le livre et la lecture. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Maimouna Ndir pour le journal de la campagne. Un peu plus tard, aux environs de 23h, le journal du soir avec Pape Biram Bigendjaï. Demain matin, Kenkeliba vous réveille en douceur. Merci de votre fidélité à la télévision nationale du Sénégal et merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Bonsoir.